Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans ce tout nouveau podcast, le Transistor. Dans cette émission, ce sont les invités qui choisissent leur sujet. Moi, c'est John, aussi dit John d'Airfluid, artiste drag queer, entre autres choses. Pour ce deuxième épisode, je suis avec Mélibé, qui va nous parler du sujet qu'elle a choisi, le sujet du placard. Je la remercie de nous accueillir chez elle pour cette première émission dans laquelle on parlera notamment de liberté et de son rapport à la liberté, de l'essentialisation de la gentillesse, d'identité et de bien d'autres choses encore. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Mélibé, merci d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est celui du placard. J'aimerais bien te demander quels sont tes pronoms et tes accords. Mes pronoms et accords, c'est vraiment comme vous voulez. C'est neutre et physiquement, c'est plus féminin, mais en vrai... Ok. J'ai appris à me détacher de tout ça. Ok, très je bien. vis au-dessus des pronoms. tu flânes. Je flâne. Je suis tout. Oh, waouh. Incroyable. Je vais aussi te demander quel est ton positionnement social. Le positionnement social, c'est quelque chose d'extrêmement complet, mais si on balaye un petit peu les choses, disons, principales, de mon côté, je suis blanche, je suis quelqu'un de privilégié, même si j'ai moi-même une position plutôt précaire. Je viens d'une famille qui ne l'est pas et je sais que j'ai son soutien. Donc on dirait plutôt classe moyenne. Et je peux dire aussi que je suis non valide, même si j'ai pas dit ça la première fois que j'ai fait un interview. Je vous invite à écouter le premier interview pour en savoir plus. Voilà un petit peu moi ce que je pourrais dire sur mon identité. Ok. Toi, ce serait quoi ? Et bah en vrai, pour ce qui est de la couleur de peau et de la situation familiale et privilèges, etc., c'est un peu pareil que toi. J'ai une situation extrêmement confortable. Et sans ma famille, je serais très clairement précaire. J'aurais pas grand chose à me mettre sous la dent. Mais grâce à la famille, bah, ça va. Et j'essaye d'en profiter pour essayer d'aider un petit peu, de participer le plus possible à des trucs associatifs, à des projets bénévoles. Okay. Justement, je cherche pas à m'enrichir, je suis juste là et je fais des trucs et j'essaye d'être utile, Okay. de rendre un peu à la société, mais ok, voilà. Donc tu as ce confort-là de pouvoir te permettre via ta famille à des projets qui peuvent énormément te plaire, te porter, etc. C'est ça. Mais qui ne soient pas forcément rémunérateurs. Exactement. Donc grâce à la famille, ouais, ça me permet de faire un peu plus ce que j'ai envie sans forcément me soucier de est-ce que je vais avoir à manger à la fin du mois, et c'est un grand privilège. Okay. Un très très grand privilège. Ok, intéressant. Je te pose une question qui est difficile. Si je te demande qui tu es, qu'est-ce que tu me réponds ? Qui je suis C'est marrant parce que du coup, la première réponse qui me vient à l'esprit, c'est mon métier. Ouais. Mais du coup, oui et non, parce que... Ton métier, c'est costumière. Donc mon métier, c'est costumière, mais il y a beaucoup plus que ça. Enfin, on va en parler pendant l'heure qui arrive, mais vraiment, j'ai du mal à me définir en une seule chose. Donc, j'ai un tatouage que j'aimerais bien faire un jour, c'est je contiens des multitudes. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire dans la vie, genre de jamais m'arrêter sur un truc, de faire tout le temps plein de choses à la fois, parce que j'arrive pas, même moi ça me satisfait pas d'être juste une seule chose à la fois. J'ai besoin d'aller voir un peu partout et de faire plein de choses et de voyager, j'arrive pas à me poser à faire une seule chose, donc c'est très compliqué pour moi de répondre à cette question. Ce que je comprends en tout cas via ces deux premières questions, c'est que la case c'est pas quelque chose qui te correspond pas vraiment tout. Et du coup te définir via une case ou des cases c'est très compliqué, c'est pas quelque chose que tu as envie de faire. Ça m'intéresse pas. Ouais. Ok. Moi, si je devais dire un petit peu qui tu es via mon prisme à moi, c'est donc celui par lequel je t'ai connue. C'est que je t'ai connue par ton travail pour le coup. Oui. J'ai découvert quelqu'un de passionné, j'ai découvert quelqu'un de très au service parce que ton travail est en lien très fort avec ça, avec le fait d'être au service de l'autre et avec une certaine, on avait parlé discrétion qu'on vous inculque beaucoup dans votre formation.
Donc c'était très intéressant pour moi d'avoir ce rapport-là avec... Notre travail bien fait, c'est quand on se rend pas compte qu'il n'y a Voilà. pas d'erreur. C'est ça. Mais bon, moi, ça m'avait posé question, on pourrait en reparler d'ailleurs, sur le fait que vous avez aussi un rôle qui est extrêmement important et qui ne doit pas être ni dénigré, ni malmené, et vous non plus. Et on a tendance un petit peu à l'oublier. Enfin, je digresse un petit peu là-dessus, mais quand on s'est rencontrés, moi j'avais un rôle d'actrice, et du coup, les actrices sont très mis au devant, chouchouté énormément. Moi, ça m'a énormément surpris à quel point on prenait soin de nous et à quel point, quand moi j'essayais de prendre soin de vous, ça faisait bizarre, quoi. C'était étrange, c'était pas normal, c'était voilà. Donc ouais, c'était très intéressant pour moi de voir ça. Donc si je dois continuer sur la façon dont je te vois moi, je vois quelqu'un qui a effectivement beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Même si effectivement la première chose qu'on voit, c'est beaucoup de douceur. Donc il y a vraiment cette multitude à l'intérieur de toi. C'est que je camoufle bien. C'est aussi une conversation qu'on a eue effectivement sur la gentillesse, sur le fait que... C'est vrai, on en avait parlé. Oui. Que tu rejettes un petit peu cette qualité, enfin cet adjectif comme une qualité, la gentillesse. Alors non, c'est pas que je... Alors, je me souviens plus exactement ce que j'avais dit pendant la conversation, mais... c'est pas que je vois pas ça comme une qualité, c'est que chez moi, ma gentillesse, parce qu'en effet, je la montre, mais elle est pas innée, elle est acquise. C'est quelque chose c'est un effort. Ça me vient pas naturellement, c'est pas quelque chose que... La première chose que je pense en voyant une situation, c'est pas non, j'ai dû vraiment apprendre à être... gentille, tout simplement. Parce que on va pas dire que je suis égoïste, mais je suis très dans ma tête à tout le temps réfléchir, à observer, en fait. Et la gentillesse, pour être gentil, il faut pas juste observer, il faut aussi agir. Et tu peux pas juste te contenter de regarder sans rien faire pour... J'entends. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. C'est quelque chose de très actif, la gentillesse. Et du coup, c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Okay. J'ai envie de le faire, donc je le fais, mais c'est un effort. Ok. Et effectivement, dans notre conversation, c'est pour ça que je le formulais comme ça, c'était quelque chose qu'on te renvoyait beaucoup, ta gentillesse. On disait toujours de toi que tu étais quelqu'un de très gentil, et du coup, tu avais tendance à dire... En fait, c'est pas une qualité innée, effectivement, c'est pas quelque chose que je suis fondamentalement, c'est quelque chose que je fais que activement en réalité. En quelque sorte, du coup, ça me touche presque encore plus, ça veut dire que mes efforts sont... mes efforts payent. Moi, c'est ça. Ok. Les efforts sont de voir, mais c'est vrai que... Après, il y a ce principe de gentillesse naturelle chez les femmes aussi, que j'ai tendance à rejeter un petit peu. Justement parce qu'on dit que les femmes sont douces, les femmes sont gentilles. Non. Je suis pas née comme ça. Je suis pas du tout née comme ça. C'est un truc que j'ai dû travailler, j'ai dû faire des efforts. J'ai eu toujours énormément de colère en moi depuis l'enfance, et j'ai dû réussir pas à m'en débarrasser parce que je l'ai toujours, mais à gérer ça à ma façon, et à utiliser cette colère de façon bénéfique. Et la gentillesse, elle passait après pour moi. Les premières années de ma vie, c'était vraiment apprendre à gérer les sentiments négatifs. Et ensuite, j'ai pu passer à la douceur. C'était... Ouais, c'est très intéressant, effectivement. Et encore une fois, on sent beaucoup l'ambivalence et la complexité de qui tu es, quoi. Les humains, c'est compliqué. Les humains, c'est compliqué, tout à fait. On peut résumer ça et puis dire au revoir. C'est ciao. Salut. C'est tout passer pour moi. à autre chose. Donc, je l'ai déjà un petit peu dit, nous on s'est rencontrés sur un tournage. Moi, c'est la première fois que je faisais un tournage, donc c'était vraiment une grande nouveauté. Ouais. Tout l'environnement était très nouveau pour moi, et du coup, c'est vrai que quand on est costumier, costumière, quand on fait partie de la team des maquilleurs, maquilleuses, costumiers, costumières, c'est un peu les premières personnes auxquelles on est confronté quand on est actrice. Et on est très chouchouté par ces personnes-là, donc c'est très agréable quand on n'a jamais fait quelque chose et qu'on peut être légèrement stressé et angoissé par rapport à cette chose-là, d'être aussi bien entouré, accueilli. Donc pour moi, c'est un souvenir fort, notre rencontre, qui a vraiment participé à me détendre et à me rendre
l'expérience de ce tournage vraiment hyper agréable, quoi. Ok, Donc merci pour ça. il n'y a pas de souci. Merci à toi, t'as été très gentille en retour. Du coup. Et pour le coup, ça c'est pas mal dans ma nature. Si je devais faire le parallèle avec toi, moi c'est plutôt un truc qu'il faut que je travaille à l'inverse. C'est-à-dire, c'est bon, t'en fais trop, arrête, calme-toi. Parce que ça peut être trop. Oui. Si je dois parler d'un moment fort de notre relation, bah déjà ça c'était un moment fort de notre relation pour moi. Ce début, cette prise de soin, cet apprentissage les uns des autres, etc. Mais il y a aussi une autre fois où on a passé vraiment beaucoup de temps ensemble du coup, pendant une après-midi, et on a vraiment appris à se connaître dans un autre cadre. C'est vrai. Et c'est vraiment là où j'ai l'impression d'avoir vraiment appris à te connaître tel que tu es, et pas uniquement via ce média qui était ton travail, quoi. Donc ouais, je dirais que c'était ce moment-là où on a énormément papoté de nos vies parallèles, etc. Et de nos difficultés et de nos complications et des choses heureuses aussi. Et c'est aussi un petit peu ce dont on va parler ce soir, c'est un peu dans cette continuité-là. Excellente transition. Ouais, n'est-ce pas? On fait comme on peut. Avant d'aller au cœur du sujet, justement, j'ai une question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu te considères comme une personne queer? Oui. Pourquoi? Voilà, il y a beaucoup de choses. Déjà, rien que avant de savoir ce que c'était les LGBT, la communauté queer, etc., j'étais déjà autre. Enfin, dans ma famille, je suis la plus jeune, j'étais décalée par rapport au reste. Je jouais toute seule dans ma chambre alors que les autres ils commençaient à partir de la maison, etc. J'ai toujours été un petit peu décalée dans ce genre de dynamisme-là, à beaucoup être un peu toute seule de mon côté. Et donc même avant de connaître la discrimination de pourquoi exactement, j'étais déjà genre aliénée. Alors même sans savoir que j'allais être queer plus tard, j'étais déjà en quelque sorte, même si c'était de la faute de personne, j'étais aliénée d'une certaine façon, parce que je n'appartenais pas à un groupe en particulier dans ma famille. J'étais la seule dans mon groupe. J'étais la petite dernière. Voilà. Les trois autres plus grands ne jouaient pas avec moi. Donc déjà j'avais cette sensation-là enfant. Donc ça a évidemment rien à voir avec LGBT, mais je retrouvais déjà ce sentiment-là avant. J'ai été beaucoup bisutée à l'école parce que du coup j'avais l'habitude de jouer seule, donc j'ai répété ce schéma à l'école, et etc. Donc, et dès que j'ai commencé à me faire des vrais amis, c'était des gens qui, comme moi, étaient déjà dans ce schéma-là avant, tu vois. Et évidemment, ces gens-là se sont révélés être LGBT aussi. Évidemment. Que ce soit donc lesbienne, gay, trans. J'ai beaucoup d'amis à la période du lycée qui se sont révélés trans plus tard. Même collège, lycée d'ailleurs. Donc vraiment, j'ai été entourée toute ma vie de gens queer, même s'ils le savaient pas, et moi non plus à l'époque. Moi j'ai fait mon coming out très tôt en tant que bisexuelle. J'étais au collège d'ailleurs. C'était au repas juste après l'enterrement de ma grand-mère. On était avec mes parents et mes frères et sœurs, et je leur balance ça comme ça. Genre, sans aucune introduction, sans aucun contexte. Okay. C'était là pour voir ce que ça allait faire. Et je me souviens, il y a eu un silence un peu gênant. Ouais. Et ça, la conversation a repris et ils ont pas relevé plus que ça. Genre, ils ont changé de sujet. Ouais, je leur ai balancé comme ça. Incroyable. Et ils ont dit... Et donc, vraiment, c'était assez lunaire comme situation. En tout cas, c'est comme ça que je m'en souviens. C'était il y a très longtemps. Papa, maman, frères et sœurs, si jamais vous entendez cette discussion, vous êtes libres de venir m'engueuler si c'est pas vrai. Donc voilà, il y a eu cette première étape de mon coming out.
Donc c'est la première étape dans ma découverte de moi-même. Et donc au fur et à mesure de ma vie, donc de bisexuelle, je me suis plus considérée comme pansexuelle. Puis au lycée, j'ai eu un moment où je pensais que peut-être j'étais un homme trans, parce que depuis l'enfance, j'ai eu ce côté un peu décalé. Et comme j'étais souvent, encore une fois, seule dans ma chambre, j'avais pas forcément de modèle ni vraiment féminin ni vraiment masculin. Comme on est 2 filles, 2 garçons, et donc on partageait vraiment tous les mêmes jouets, on avait les jeux vidéo. J'ai pas reçu d'éducation spécialement féminine au sens strict du terme. Du coup, quand je me confrontais à d'autres enfants, j'avais envie de jouer au foot, j'avais envie de machin, de ce genre de choses, et je me faisais rejeter comme une merde parce que j'étais très nulle, parce que je suis une fille, etc. Et ça me saoulait vraiment. Et quelques années plus tard, je devais fin collège, début lycée, j'ai une amie qui m'a demandé: est-ce que tu aimerais vraiment devenir un homme? Et ça m'a fait réfléchir. J'ai dit mais en fait non, parce que si je deviens un homme au sens strict du terme, donc homme cis, si j'étais un homme cis, j'aurais le même schéma de rejet, mais dans l'autre sens. Donc ce qui m'intéresse, c'est pas de devenir un homme, c'est d'être libre complètement, en fait, de pas avoir de barrières, de pas devoir me conformer à les filles font ça, les garçons font ça, machin. Ça m'intéresse pas du tout. En fait, ton questionnement, c'était pas ton identité, c'était ta liberté en réalité. Oui, en quelque sorte. Tu questionnais pas ton identité en tant que telle, tu te sentais pas mal quand t'étais identifiée comme une femme, mais tu te sentais mal quand t'étais rejetée pour être une femme. C'était ça ? C'était ça, puis j'avais envie d'être un peu, encore une fois, tout. Tu vois ce que je veux dire? J'adore la neutralité dans le sens où ça me permet d'aller dans n'importe quelle direction. Et la liberté de pouvoir choisir et de ne pas être confronté à un mur et à un non catégorique. Genre, le fait de pouvoir exprimer ce que je suis à un moment T, et de pas me retrouver brimée par qui que ce soit. De pas être figée, justement. Exactement. Mais du coup, j'étais quand même dans cette situation où je me disais, mais peut-être si je peux expérimenter un petit peu, j'avais 2-3 trucs, donc j'ai commencé à tâtonner un peu, et je me suis dit, peut-être que je suis un mec trans, parce que j'adorais quand les gens m'appelaient il aussi. J'avais quelques amis qui m'appelaient, qui me genraient au masculin. Ok. Et qui m'appelait Jim, en référence à James Moriarty dans Sherlock BBC. Ok. On était 3 à s'appeler Sherlock, Jim et John. Et on signait nos messages comme ça, et souvent on s'envoyait des lettres en in character et tout. Enfin, c'était hyper drôle, mais du coup ça me plaisait beaucoup, et je me suis dit peut-être que c'est ça, et que du coup j'ai eu un an ou 2 où je me faisais appeler Jim, James, par d'autres gens aussi, où je commençais à me poser des questions, tout ça. Et au final, j'ai accepté le fait que non, c'est justement la fluidité qui me plaît le plus. Donc voilà, l'attraction sexuelle, l'identité de genre, le fait d'être un peu en marge de plein de choses depuis l'enfance. Et plus récemment, du coup, dans mon art, parce que je me suis lancée dans le drag il y a quelques mois. Voilà, c'est déjà pas mal. Et en plus, tu me fais une transition toute trouvée, alors sur laquelle on va peut-être être vraiment quelques mots, mais sur ton rapport à l'art. Vraiment. Oui, mais c'est très bien, c'était très intéressant. Merci. Et puis c'est des questions qui sont propices à ça. Enfin, on ne peut pas se résumer queer en une phrase, c'est pas possible. C'est très difficile en tout cas. Le temps passe très vite. Mais oui. Du coup, voilà, est-ce que tu peux me dire en quelques mots ton rapport à l'art? Tu me parles de la queerness qui s'invite dans ton art, mais plus généralement, est-ce que tu peux me parler de ton rapport à l'art? Justement, tu me dis que la queerness s'invite dans mon art. C'est une excellente façon de présenter la chose, parce que de plus en plus,
j'ai envie et besoin que mon art reflète un peu plus mon identité. C'est con à dire, c'est un peu cliché, mais j'ai envie de crier au monde qui je suis, tout ça, etc. Peut-être pas forcément qui je suis, mais qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce qui me fait bouger, donc vraiment, c'est une ligne directrice que j'essaye de prendre de plus en plus dans ma vie en ce moment. Donc le drag m'aide beaucoup pour ça. Ouais, en un mot, l'art c'est plus genre exutoire et défouloir en ce moment en tout cas. Ça, j'ai toujours eu de l'art dans ma vie, que ce soit pour passer le temps en cours, que ce soit pour faire des cadeaux aux gens, pour me déguiser, pour tout ce que tu veux. Mais ouais, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai commencé le théâtre quand j'avais 7 ans et ça m'a fait un bien fou pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et ouais, déjà je peux pas m'imaginer sans. Une vie où je fais pas du tout d'art, ça me ferait profondément chier. J'ai pas envie. Et ouais, ça me permet de penser à autre chose quand ça va pas, ça me permet de faire passer des messages, blablabla, plein de choses. Ok, en tout cas c'est au cœur de ta vie aujourd'hui. Ouais. Ok. Et ça a été en tout cas une grosse partie de ta vie, toute ta vie. Ouais. Ok. Exactement. Très bien, et bien maintenant on va arriver sur le sujet phare de cet entretien. Aïe. Le placard. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par le placard ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le placard pour moi c'est un état dans lequel on est quand... au-delà de parler de queerness, etc., c'est quand on a un secret et qu'on ne peut pas, ou on a l'impression qu'on ne peut pas le dire. Que c'est pas juste on garde un secret, c'est on garde un secret par obligation. C'est pas juste t'as fait une bêtise et que tu veux pas le dire à quelqu'un, c'est la société ou la situation financière que tu as ou plein de choses t'empêchent vraiment de dire cette chose, ou alors tu auras des répercussions après négatives. Pour moi, je résume le placard comme ça. C'est voilà. Donc ça peut aller de la queerness à comment dire. Après, évidemment, il faut que ça ait un peu un rapport avec l'identité. Si c'est juste j'ai volé de l'argent à une compagnie, c'est pas ça, pour moi ça pas vraiment dans le placard, mais par exemple identité politique. Si t'es dans une famille de droitards et que t'as des idées de gauche, tu vas peut-être pas t'afficher à ta famille en mode. Donc il y a vraiment cette dimension de risque. Qu'est-ce que tu risques si tu avoues cette vérité sur toi-même? Mais du coup, ça peut rester quand même un choix. Oui. C'est une obligation, mais une obligation... Il y a une contrainte contextuelle, une contrainte extérieure à toi, qui est celle du danger. Exactement. Mais tu peux faire le choix d'affronter ou non ce danger. Et c'est pour ça que le placard, je dis que c'est ambigu, parce que il est à la fois contraignant, mais il est aussi très protecteur. C'est un réconfort, le placard. T'es dedans, c'est cosy, t'es bien, tu peux mettre tes petites couvertures, ton petit fort et tout, c'est cool. Tu peux en faire un espace très safe. Il y a plein de placards qui, je suis sûre, sont très très confortables, etc. Mais c'est ce lieu où où t'es dedans. Mais t'as très bien résumé, hein. J'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit, mais voilà. Okay. C'est comme ça que je le résume. Et du coup, pourquoi t'as eu envie qu'on aborde cette thématique aujourd'hui ? Parce que j'ai été dans le placard longtemps, pour diverses raisons. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Je sors du placard, je défonce la porte. J'ai été dans le placard à plusieurs reprises dans ma vie. Il y en a eu un très très gros pendant 4 ans où j'ai été amoureuse d'une fille pendant 4 ans. Et je ne pouvais pas lui dire parce qu'elle était hétérosexuelle et en couple. Et on est un grand groupe d'amis. Donc évidemment, c'est pas un truc que j'allais crier sur tous les toits. Et tu sais, il y avait un côté un peu... j'étais jeune, j'étais mi-lycée, début fac, cette période de ta vie où t'es un peu en mode main character, personnage principal de série. Du coup, j'étais un peu dans cette
pas d'illusion, mais dans cet effet-là où je prenais sur moi, j'étais là, ça va aller, c'est une aventure que je vis, etc. Donc, tu romantisais un je petit me peu. romantisais complètement la situation. Et surtout, c'était malgré tout une très bonne relation, donc je gardais ça pour moi et ça allait. Ok. Voilà. Donc il y a eu plusieurs placards, puis il y a eu évidemment le fait que j'annonce à ma famille que je fais du drag. Je suis pas restée très longtemps dans le placard, je l'ai très vite dit parce que j'avais pas envie de cacher ça à mes parents. Ils l'ont bien pris, c'est un peu mais pourquoi tu fais du drag? Ils étaient vraiment genre, ils comprenaient pas. Et il y a eu le dernier coming out en date, c'est le coming out Polia. Où j'ai tout expliqué. La personne qui a eu le plus de mal à comprendre, c'était ma sœur, donc elle me posait vraiment des questions, genre mais du coup, je comprends pas, moi je pourrais pas partager quelqu'un, etc. C'était rigolo, en vrai, du coup, on a bien discuté, c'était chouette. Donc elle est dans la génération un poil au-dessus de la mienne, et elle dit c'est vraiment une génération différente, moi je pourrais jamais faire ça, etc. C'était rigolo. Et mes parents m'ont fait une bonne vanne. Ils m'ont dit, avant d'être polia, je leur avais dit que je voulais pas de relation du tout, que j'en avais marre, que j'étais mieux seule, etc. Et ils m'ont dit, mais du coup, t'es passée de rien à tout. Oui, c'est une excellente façon de résumer la chose. Voilà, donc passer de célibataire endurci à je prends autant que je peux. Et voilà. Toujours célibataire endurci, mais il y a la liberté, encore une fois. Voilà. Et alors, le seul coming out dont tu nous parles pas, c'est le tout premier. C'est celui dont tu nous as parlé en quelques mots. La bisexualité, ouais. Du coup. Oui. Ça, j'ai mis du temps à faire accepter. On va dire que j'avais le pied dans la porte du placard. Ouais. Et je faisais souvent coucou, genre non, laissez-moi sortir, parce que ma mère, ils ont jamais été agressifs, négatifs ou quoi, juste qu'ils y croyaient pas, j'étais trop jeune en fait, et je devais souvent les reprendre quand ils disaient par exemple t'as un copain ou une copine, enfin ce genre de petites phrases qui c'est rien de grave, hein. C'est très hétéronormé quoi. C'est très hétéronormé et c'est comme ça que la majorité des gens sont élevés. Et je devais faire l'éducation de mes parents. Je devais vraiment leur dire non, il y a peut-être. Et quand j'ai eu ma première copine, ma mamie, c'était même pas la peine. Elle oubliait d'une fois sur l'autre. Okay. Déjà, elle continuait de dire il. J'étais là, non. elle. Et du coup, voilà, j'ai quand même énormément de chance d'être dans une famille très ouverte d'esprit, de gauche, etc. Donc il n'y a jamais eu aucun problème. J'ai jamais connu de violence par rapport à ça, jamais. C'est juste des petits tics de langage, des petits, tu vois. Mais je me souviens un jour, on était dans la cuisine et on parlait d'autres choses et tout, et ma mère me sort un peu, ça sortait de nulle part, et elle me dit pour la première fois, enfin, t'inquiète, hein, je m'en fiche si tu es une fille ou un garçon, t'en fais pas. Et ça s'est fait par étapes. J'ai mis beaucoup de temps à dire à mes parents que je me sentais fluide dans mon identité de genre, parce que la première fois que j'ai parlé de transidentité à ma mère, c'était en parlant de quelqu'un d'autre, d'un ami à moi, et elle a eu une réaction genre qu'est-ce qui... Enfin, tu vois. Donc voilà. Ça donne pas envie de... Ça donnait pas très envie de sortir de ce placard un peu confortable, mais maintenant j'en ai plus rien à faire du confort Donc ça aussi c'est un autre placard duquel t'es sortie auprès de ta famille. Ouais. Maintenant ils sont au courant de tout. Ils sont au courant de tout, ils sont au courant de ce qui se passe dans mes relations amoureuses, ils sont au courant de... Évidemment je leur dis pas tout à 100%, faut pas déconner non plus, mais ils savent ce qui se passe et qui je suis, et j'ai arrêté de me soucier de est-ce qu'ils vont bien le prendre ou quoi, et je me dis tant pis, je leur expliquerai. En fait, s'ils comprennent pas, je leur explique, et on dialogue, et on fait comme avec ma sœur, où on échange, et voilà. En fait, évidemment qu'ils vont pas forcément comprendre du premier coup, et je le dis, s'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui hésite,
c'est normal si la société accepte pas tout de suite le truc. Et c'est tout à fait normal de vouloir éviter l'inconfort que c'est d'en sortir de ce placard. Mais c'est nécessaire. En fait, si... Encore une fois, c'est pas une obligation, mais il y a un moment, quand on sort du placard, le moment où on sort du placard, si c'est inconfortable, c'est normal, parce qu'on passe du silence à il faut répondre aux questions, il faut expliquer, il faut prendre le temps de patati patata. À la peur. À la peur et à l'incompréhension. La peur de la réaction de l'autre et de la violence potentielle de l'autre, parce que effectivement là on parle d'un point de vue encore une fois qui est relativement privilégié, parce que tu dis que tu as une famille qui est plutôt à l'écoute, aimante, prête à entendre et à poser des questions. Évidemment on n'en est pas tous là. Non, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, on a des réalités qui sont extrêmement variées, et sortir du placard c'est pas forcément une possibilité, même tout court pour certaines personnes. Oui. Donc c'est effectivement assez variable d'une personne à l'autre, mais effectivement j'entends ce que tu dis sur l'inconfort de sortir d'un inconfort, parce que être dans le placard c'est aussi un inconfort, parce c'est étroit, on se tait on se tait en tant que personne aussi, dans une certaine manière, en tout cas un bout de nous se tait. Donc c'est inconfortable, mais il y a de l'inconfort dans le fait de se réapproprier cette partie de nous, parce qu'on ne sait pas comment elle va être accueillie par les autres. C'est ça. Donc et des fois effectivement elle n'est pas bien accueillie par les autres à des degrés extrêmement variés, mais elle peut ne pas l'être. Donc c'est légitime bien sûr à la fois de vouloir sortir du placard et à la fois de vouloir y rester, ou de sentir qu'on doit y rester. Enfin, tout ça est tellement complexe. C'est très très complexe. Mais oui, comme j'ai dit, le placard peut être un endroit très confortable. Et en sortir, oui, c'est souvent... Ça fait peur. Et changer une situation, quelle qu'elle soit, c'est flippant. On a des habitudes, on a des... On sait... Même si ça se passe pas bien, on connaît la situation. Et ça fait un peu... c'est un peu vertigineux. On se lance dans l'inconnu, on sait pas comment les personnes en face vont réagir. On sait pas comment ils vont le prendre. Est-ce qu'ils vont le prendre personnellement? Est-ce qu'ils vont répondre de façon agressive, etc. C'est compliqué. Mais... Voilà. Ok, c'est super intéressant. Et du coup... Moi, les questions qui me viennent, c'est bien sûr qu'est-ce qui t'a fait sortir du placard à chaque fois. Pourquoi être resté dans le placard? Parce que ça veut dire qu'il y a eu un délai entre le moment où toi t'as pris conscience de quelque chose, de ton identité, et le moment où tu l'as évoqué à ton entourage. On parle beaucoup d'ailleurs de ton entourage familial. T'as l'air de moins évoquer un placard amical, a priori. Non, parce que j'ai toujours eu énormément de chance. Tous mes potes, pratiquement tout au long de ma vie, étaient queer, ouverts d'esprit, dans le placard aussi, de leur côté. Donc on parlait beaucoup de ce genre de choses. En fait, la seule fois où j'ai dû rester vraiment dans le placard envers mes potes, quand j'étais amoureuse de cette fille, on avait un groupe de jeux de rôle et on partait en vacances tout le temps ensemble, faire du jeu de rôle l'été, dans le camping, tout ça. Enfin, tous les ans, et on se voyait régulièrement, les nouvel an, etc. Et ça pesait vraiment ouais, j'étais là, T'as trouvé plus pesant ce placard-là que les placards familiaux? Beaucoup plus. Okay. Beaucoup plus. Parce que les placards familiaux, comment dire, déjà je sortais assez vite à chaque fois, genre, à part pour le placard politique où j'ai un peu appris à fermer ma gueule, parce que ça me saoulait de recevoir des... En fait, j'ai fait l'inverse. D'abord, j'étais en dehors du placard, et j'y suis rentrée par confort, justement, parce que j'en avais marre que ça... crée des conflits. Que ça crée des petits conflits, mais des conflits quand même. Ouais, il y a... La famille, ça allait, puis ouais, je restais jamais très souvent longtemps dans le placard. Mais les amis, c'est là où le problème... Parce que la famille, tu la choisis pas. La famille, tu peux relativiser, t'es là en mode, bon, c'est comme ça, on fait avec, on hausse les épaules, on s'époussette, et puis tu peux choisir de partir. Tu peux te trouver une famille que tu crées, etc., une famille choisie. Mais
voilà, il n'y a pas cette dimension de t'as construit une famille avec quelqu'un de rien et cette personne te trahit. Non, la famille c'est comme ça. Tu l'as choisi pas. Mais tu trouves ça moins violent c'est d'être beaucoup, rejeté oui. Pour moi, je trouve ça moins violent d'être. Bon, c'est chiant aussi, hein. Je dis pas que c'est pas violent du tout, mais pour moi, c'est plus important d'être accepté par ses amis que par sa famille. Maintenant, ça change un petit peu dans le sens où je commence à sentir les différences d'âge entre moi et mes frères et sœurs se réduire un petit peu. On est toujours dans des situations extrêmement différentes. Ils ont tous des enfants, ils sont tous mariés, etc. Et moi, je suis là en mode je vis au-dessus de mes parents. Donc, on est encore une fois, je suis dans les marges de leur groupe des trois. Mais on devient un peu plus potes qu'avant, on était juste frères et sœurs. Là, j'ai l'impression que je les connais un peu mieux en tant qu'individu et pas juste en tant que c'est mes frères et sœurs. Donc maintenant, ça me ferait beaucoup plus chier, mais parce que justement, je les considère plus comme mes potes que comme ma famille. Voilà. Mais oui, du coup, les quelques années où j'ai dû ne rien dire et fermer ma gueule. Avec mes groupes de potes. D'ailleurs, très récemment, enfin non, il y a à peu près 6-7 mois, j'ai commencé à revoir des gens de ce groupe. Il y a eu une longue période de ma vie où je voulais plus les voir parce qu'il y a eu des bails, où j'avais le cœur brisé, et à cause de cette fille, encore une fois. Et je les ai revus récemment et j'ai enfin dit que j'avais été amoureuse de cette fille. Je suis sortie du placard. Et je leur ai expliqué, c'est pour ça que j'ai pas voulu vous revoir pendant si longtemps. C'est à cause de ça. Donc je suis encore une fois sortie du placard, ça m'a fait du bien. Et bon, on se revoit pas beaucoup non plus parce qu'on a des vies qui ont divergé, mais du coup, je me sens beaucoup plus à l'aise si jamais j'ai envie de les revoir. Et on s'est vu à la manif tout à l'heure, par exemple, et c'était cool. Donc cette sortie de placard-là, qui était un big deal pour toi, qui était vraiment un gros sujet pour toi, c'est bien passé. Ouais. Franchement, ils ont même pas été surpris. Enfin, ils ont accepté, ils ont été très, très compréhensifs et tout. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ça m'a soulagée un petit peu. J'étais là, ok. C'est une relation très compliquée parce que du coup, cette fille est partie du jour au lendemain et ça a créé un peu une césure dans le groupe. Enfin, comment dire, il y a eu un avant et un après, tu vois. Elle est partie et pour moi clairement c'était plus la même chose. J'ai réalisé à quel point pour moi ce groupe c'était elle et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, retourner dans ce groupe où il n'y avait plus l'objet de mon obsession, tout simplement, c'était c'est un amour de jeunesse, tout ça, c'était dur. Je retrouvais pas la dynamique que j'avais dans mon confort, justement. La situation a changé, c'était inconfortable, ça m'allait plus, donc j'ai fui. Voilà. Et voilà. Et du coup, là on parle effectivement de cette multitude de placards dans lesquels tu as pu être, même si effectivement tu dis qu'il y en a qui ont été très courts, où en réalité tu te sentais pas si insécurisé que ça pour rester dans un placard pendant un certain temps. Tu étais plutôt tranquille avec le fait que ta famille Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Alors, est-ce que tu sentais qu'il n'y avait pas de risque, ou est-ce que tu y allais en mode peu importe s'il y a des risques ou pas, moi ce que je veux, encore un peu en lien avec ta liberté, moi ce que je veux c'est pouvoir être qui je suis, être libre, et que ça leur plaise ou pas, c'est pareil. C'est plus ça. Parce que en fait, encore une fois, je me privilège et la chance et tout, je savais qu'ils allaient pas me... Tu vois, donc j'avais... Ils n'allaient pas te foutre dehors, ça allait pas te foutre dehors, ça allait jamais aller. Le pire qui aurait pu arriver, c'était des disputes, tu vois. Et ouais, j'avais un peu ce côté un peu je m'en foutiste de advienne que pourra, et je leur dis, et c'est eux qui deal avec ça, quoi. C'est pas mon problème, ça peut le devenir, mais je leur dis et je vois qu'est-ce qui se passe. Voilà. Le risque était assez
gérable pour que tu puisses avoir cette liberté-là. Et encore une fois, ça c'est dans le contexte familial. Dans le contexte de mon groupe d'amis dans lequel j'étais dans le placard, du coup, avec lequel j'étais dans le placard, j'osais pas leur dire que j'étais amoureuse de cette fille parce que j'avais peur que du coup on me perçoive différemment et qu'on ne veuille plus m'intégrer dans le groupe. Parce que la famille, elle est là, elle bouge pas. Pour moi, ça a vraiment toujours été un socle très, très, très solide, malgré tout. Les amis, ça fluctue, ça bouge, tu vois pas. Tu peux pas contrôler vraiment si des gens veulent que tu fasses partie d'un groupe ou pas. Et du coup, il y avait cette peur du « Ah merde, pour la première fois, je suis dans le placard et je cours vraiment il y a vraiment un enjeu. Il y a vraiment un risque. C'est que si je le dis à cette fille, elle va potentiellement plus vouloir me parler. J'avais pas envie qu'elle arrête de me parler, cette nana. J'avais envie de garder ma situation telle qu'elle était. J'avais peur de qu'est-ce qui allait changer si je m'ouvrais, quoi. Et c'est très très lourd comme sentiment de t'es avec des gens qui t'aiment, que tu aimes, avec qui tu passes énormément de temps, avec qui tu passes tes vacances, tes nouvel an, etc. Mais il y a ce truc, cette épée de Damoclès, enfin c'est pas une épée de Damoclès rien, mais c'est cette voix dans ta tête qui te dit attention, tu dois modifier ta phrase, parce que si tu dis cette phrase exactement comme ça, ils vont savoir que tu dois toujours faire attention à tu lui fais un câlin mais pas trop longtemps, tu dois jouer la comédie en fait. Le placard c'est ça aussi, c'est qu'il y a pas seulement ne pas dire les choses, il y a aussi changer son comportement pour que les autres ne devinent pas que tu es dans le placard, que tout va bien, enfin, on va faire semblant que tout va bien alors que non. Et c'est lourd. c'est très lourd en fait, c'est fatigant, ça use, c'est très et le pire c'est que ça s'arrête pas à une conversation, c'est un truc tout le temps, enfin tu peux pas juste et ouais, c'est fatigant, moi je peux plus. Cette hyper-vigilance. C'est ça, exactement, voilà. Pour ne pas s'outer exactement. soi-même, quoi. C'est tu dois être ton propre... comment on peut dire ? Tu dois être t'es ton propre arbitre. Et tu t'auto-censures toi-même, et souvent pour des trucs que les autres ils capteraient même pas. Et du coup, notamment chez des amis, parce que chez la famille on peut se dire que c'est toujours un peu le cas, mais chez des amis, il y a un espoir en tout cas de pouvoir lâcher prise, de pouvoir sortir du contrôle. Bon, dans la famille, on se dit, il y a souvent quand même une part de contrôle, on n'est pas peut-être 100% qui on est quand on est en famille. Avec nos amis, on a quand même cet espoir de pouvoir l'être. Oui, parce que qu'est-ce que c'est que les amis ? C'est des gens avec qui tu peux être toi-même et avec qui tu peux t'exprimer comme tu veux et faire la fête et juste passer du bon temps et lâcher prise. C'est ça les amis, sinon ça sert à quoi ? Vraiment. Clairement. Donc c'est d'autant plus douloureux de rester dans le placard, mais c'est d'autant plus risqué d'en sortir parce qu'il y a cette peur de rejet, du rejet du groupe. C'est ça. Et que tu sentais pas dans ta famille. Dans ta famille, tu savais que t'allais pas avoir un rejet. C'est ça. T'allais avoir éventuellement des disputes, des désaccords, mais pas de rejet. Là, tu te confrontes véritablement pour la première fois à cette éventualité-là d'être rejeté par un groupe auquel tu tiens. C'est ça. Et dans lequel tu te sens bien. Et en même temps, tu peux pas être complètement qui tu es dans ce groupe-là. Donc c'est un peu... une inclusion à défaut de... C'est ça. C'est à demi... C'est une inclusion à moitié, quoi. Tant que tu le dis pas, en tout cas, peut-être que l'inclusion serait totale, mais tant que si tu ça le se dis trouve. pas... Parce que, en vrai, je sais pas. Et je saurais jamais. Si je l'avais dit à l'époque, personne ne saura jamais ce qui se serait passé. Même pas eux de l'avoir dit. Oui. Il n'y a pas eu. Enfin après le groupe n'existait plus vraiment, mais il n'y a pas eu d'exclusion. Non. Il n'y a pas eu de réaction virulente ou de réaction de rejet. Mais c'était a posteriori. C'est donc, ça. Qui sait effectivement comment ça se serait passé si ça avait été. Personne. Ouais. Complètement. Personne ne sait. Mais du coup c'est vrai que c'est dur aussi de se sentir aussi bien avec des personnes qui sont du coup à tel point qu'ils sont tes amis
et à la fois de ne pas pouvoir leur dire à 100% qui tu es, d'être dans l'obligation de faire un choix de ce que tu leur montres et ce que tu leur caches. Exactement. Et le fait de... Le pire, c'est vraiment d'avoir une phrase en tête et tu vas le dire, c'est sur le point de sortir de ta bouche et non, tu fais un mouvement de recul, t'es là, attends, je vais changer ce mot-là parce que sinon ils vont se douter que... Machin, tu commences à partir dans une paranoïa de tout contrôler ce que tu dis et de pas pouvoir juste exprimer exactement ce que tu veux dire. Et encore une fois, ça peut être sur tout et n'importe quoi, ça peut être sur ton identité, sur ton orientation sexuelle, sur tes choix politiques, sur plein de choses. Et tout ce qui fait que tu es toi. Et voilà. Ok. Une dernière chose que je voulais aborder sur le sujet, parce qu'on en a parlé avec une autre personne, justement, quand j'ai dit que j'allais avoir ce sujet-là avec toi aujourd'hui, que je trouvais très glaçante, hein, vraiment pas positive, mais très intéressante, c'est que le placard lui-même peut être dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que, notamment dans la transidentité, et pour d'autres sujets aussi, hein, ça peut être pour les attirances sexuelles ou ce genre de choses, attirances romantico-sexuelles. Si tu es dans le placard et que quelqu'un comprend que tu es dans ce placard-là, sans que tu le lui aies dit, il peut y avoir un sentiment de trahison. Et du coup, ce placard peut devenir un danger. Alors, peut-être que ça aurait été dangereux, quoi qu'il en soit, hein, certainement que cette personne-là, si tu le lui avais dit, ça aurait été un danger aussi, puisque ça en devient quand il l'apprend et que il se sent trahi. Donc, pour sentir une trahison concernant pour qu'une personne sente une trahison concernant ton identité et pas la sienne, c'est qu'a priori, ça se serait pas bien passé, quoi qu'il en soit. Mais il y a effectivement quand même ce truc assez glaçant de se dire que le placard, il fait pas que protéger, il n'est pas hermétique à tout. On a un troisième... Waouh, c'est intense. Mon bébé chat. Oh là là. Ok. Dans les bras, c'est bon, ça va mieux. Donc je disais, oui, effectivement, il y a ce constat assez glaçant que le placard parfois ne suffit pas à protéger. Parce que, comme tu dis, on n'a peut-être pas eu une vigilance assez... Enfin, c'est terrible de dire ça, hein, mais en tout cas, on a peut-être eu à un moment donné un mot qui nous a outés seul, ou peut-être que quelqu'un d'autre nous a outés. Ça, c'est aussi des choses qui arrivent régulièrement. Ne faites pas ça, hein, clairement. Quand vous connaissez l'identité de quelqu'un et que cette personne vous dit que ce n'est pas quelque chose qui est su par tous, n'en parlez pas aux autres, c'est pas votre rôle, surtout sur des sujets aussi délicats. Et ça peut être aussi une découverte sur internet, ça peut être tout un tas de choses qui font que ce placard n'est pas assez hermétique pour en protéger des violences extérieures. Mais il y a ce principe aussi de se sentir trahi, parce que en quelque sorte, être dans le placard, c'est mentir. À bon escient, entre guillemets, pour la protection, pour se protéger. Mais il y a cette dimension de mensonge. Donc, si quelqu'un découvre qu'une personne lui a caché la vérité pendant très longtemps, il y a... en fonction de comment la personne le prend, oui, ça peut très vite être « mais tu m'as menti pendant des années, tu m'as menti pendant X temps, je te connais pas ». Tu vois, il y a, au-delà de la réaction violente, il y a juste l'incompréhension, mais c'est... Oui. Et en même temps, est-ce que... Alors, je vais partir dans un truc philosophique, mais est-ce qu'on n'est pas tous dans le placard ? Dans le sens où, est-ce que on n'a pas tous cette tendance à avoir des attitudes, des comportements, des façons de fonctionner qui vont différer, qui vont être différents en fonction de à qui on parle, dans quel contexte on est, etc. Donc finalement, déjà ça nous appartient de dire aux autres qui on est et de dire ce qu'on a envie de dire de soi. Donc pour moi, il ne devrait pas y avoir ce sentiment de trahison dans le sens où c'est notre choix, c'est notre vie. Voilà, faut remettre cette expression incroyable, l'église au milieu du village. Il faut remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de trahison en fait. On est tous
partiaux dans notre façon de relationner avec les autres. Et d'ailleurs, c'est ce qui crée des étonnements quand on voit les autres relationner, enfin, quand on est témoin d'un autre cercle de relations de quelqu'un qu'on connaît. Oui. Ça peut paraître des fois assez étonnant parce qu'on reconnaît presque plus forcément la personne en fonction. Donc, ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur ce sujet ? Faites attention à vous, c'est le plus important. Moi je théorise beaucoup, enfin non, c'est pas de la théorie, je parle de ma pratique du placard et de ma sortie du placard, mais c'est chacun fait comme il le sent et en fonction de la situation. Il faut pas se précipiter, il faut bien réfléchir, parce que oui, le placard, on l'a dit et je le répète encore, peut à la fois être un inconfort et un confort. C'est quand même un bouclier aussi, il faut pas l'oublier, et il n'y a aucun jugement si c'est important pour vous de rester dans le placard pour X raisons, évidemment. Moi, j'ai décidé d'en sortir parce que j'avais la chance de pouvoir, et je voulais en parler avec John parce que je décide de m'en débarrasser totalement et de sortir de situations qui me force à rester dans le placard. Ça m'intéresse plus, j'ai vraiment plus envie de faire ça, et donc je suis en pleine réflexion là-dessus en ce moment, mais franchement à votre rythme, avec qui vous pouvez le faire. Si jamais vous arrivez à sortir du placard, bravo et bon courage à tout le monde. Juste une petite addition supplémentaire par rapport à ce que vous venez d'entendre. J'ai écouté le podcast en entier et j'ai eu une frustration tout du long. Parce qu'au début du podcast, je suis là en mode ouais, moi je défonce la porte du placard, j'en ai plus rien à foutre. Bah non, en fait, j'ai un peu menti. Malheureusement, j'ai un peu menti. Je suis encore actuellement dans un placard assez chiant. J'adorerais en sortir, mais je peux pas parce que je ne suis pas la seule concernée. Je garde un secret actuellement et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu parler de ça. Et c'est, comment dire, très 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 frustrant pour moi d'écouter tout ça. J'ai l'impression de du coup d'avoir un peu déformé tous mes propos. Comme ce que je dis en fait dans le podcast, j'ai dû réfléchir à toutes mes phrases, genre attends, est-ce que ça je peux le dire, est-ce que ça nanana, j'ai dû tout en disant oui, tout va bien, moi je suis plus dans le placard, j'ai tout. Non, bah non, désolé, c'était un subterfuge, je suis encore dans le placard et c'est pour ça que j'avais très envie d'en parler avec vous, d'exprimer ce que le placard pouvait être, cet espace où je suis derrière la porte et je fais toc toc, laissez-moi sortir, et les personnes de l'autre côté ne veulent pas, ne peuvent pas m'ouvrir la porte. Et ouais, je sais pas, je voulais juste rajouter cette petite phrase que je n'ai pas exprimée pendant le podcast. Parce que vraiment j'écoutais, j'étais là en mode mais dis-le, mais pourquoi tu l'as pas dit? Et bah maintenant je le dis, voilà, c'est dit, vous savez. C'est encore plus frustrant parce que je peux même pas exprimer ce que c'est ici, mais voilà. C'est pour ça que je voulais parler du placard. Bon courage à tous ceux qui sont actuellement, qui ont besoin d'en sortir. Bon courage à ceux qui n'osent pas en sortir parce qu'ils ont peur de ce qu'il y a de l'autre côté, et courage à vous et plein d'amour. Merci beaucoup. Je voulais te demander quels étaient tes projets en cours et tes projets à venir, ceux que tu veux nous partager en tout cas. Écoute, j'ai beaucoup de trucs sur le feu. En rapport avec le placard, justement, pour rester dans le thème, j'ai 2 projets qui arrivent. Le premier, a priori, c'est dans les mois à venir, potentiellement en octobre, fin octobre, mais avec ma pote, avec mon amie Elena Trigo, on veut faire une perf avec un truc à la Frankenstein et son monstre, où le créateur veut cacher la créature aux yeux du monde et la créature se rebelle et explose littéralement et finit par massacrer le créateur et à sortir du placard de façon très violente du coup. Donc ça c'est un projet donc, de spectacle drag qu'on voudrait faire sur scène. Elena qui est une personne très très talentueuse qui a travaillé avec moi
qui a travaillé avec moi sur la chronique de la forteresse du Viking avec les dissociés, qui a fait l'armure du chevalier. Personne très talentueuse et j'ai vraiment hâte de travailler avec elle. Et j'ai un autre projet qui me trotte dans la tête depuis quelques semaines. J'aimerais faire une comédie musicale sur le thème du placard dans les familles, justement. Comment on gère les émotions, vraiment en faire un vrai sujet de création, justement. Incroyable. Super, super intéressant. Et du coup, pour pouvoir suivre ces projets-là et les autres, comment on fait? Comment on te contacte? Principalement sur Instagram, du coup. Mon Instagram, c'est MAELIBEE. C'est mon prénom avec un E de plus, parce que je crois que c'était pas disponible. Je poste beaucoup de stories, peu de publications globalement, mais voilà, je poste des photos de mes créations, de mes clips, de mes costumes, beaucoup de photos de moi maquillées par One Fox Sky et prises en photo par ma coloc Joy, principalement. En ce moment, c'est surtout ça. Photos de drague, ce genre de choses. Voilà. Ok. S'il y a des personnes qui veulent te passer des commandes, est-ce que ça peut être n'importe qui? Comment ça se passe? Oui, ça peut être n'importe qui. Donc là, on parle de commandes de costumes. Oui. Je suis disponible sur Instagram, justement. Vous pouvez m'envoyer un petit message. Et en fonction de mon savoir-faire et du temps que j'ai, j'espère pouvoir répondre à vos attentes. Ok, super. Est-ce que tu as un projet, une personne, un compte, peu importe, que tu voudrais recommander? Ça peut être un bouquin, ça peut être ce qu'on veut. Et j'ai parlé des dissociés, donc c'est un groupe de personnes qui font du cinéma à Lyon, qui font des trucs vraiment très chouettes et inclusifs. La chronique de la forteresse du King sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière est bientôt finie, j'espère. Je croise les doigts très fort en disant ça, j'espère ne pas dire de bêtises. Ils ont des clips, ils ont des trucs très intéressants à voir. Et c'est des personnes avec qui j'ai adoré travailler, donc n'hésitez pas à aller voir leur travail. Elena Trigo, du coup, Elena Trigo Art sur Instagram, qui est très très talentueuse. Margot Michel, très talentueuse. One Fox Sky Pro, très talentueux. Enfin, tous les copains de la chronique de la forteresse du King. Ok. Grosso modo. Et aussi, un projet que j'ai juste pour le kiff, pour le coup, c'est vraiment juste moi. J'aime beaucoup une comédie musicale qui s'appelle Epic, c'est sur l'Odyssée d'Ulysse. Et ça buzz bien sur TikTok, surtout. Ils ont fait passer des auditions sur TikTok, ils ont trouvé leur chanteur comme ça. Vous connaissez peut-être la chanson Get in the Water, reprise par Morgane. Et c'est un truc qui a vraiment très bien fonctionné et qui me fascine depuis 1 an. Et j'ai commencé à faire des clips dessus avec des copains juste pour m'amuser. Et je recommande vivement d'aller écouter les chansons de cette comédie musicale. Elles sont pas mal. Elles sont pas mal du tout. Super. Je mettrai évidemment tout ça en note du podcast pour que vous puissiez retrouver ça facilement. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bisous. C'est un très beau mot de la fin. C'est un très bon mot de la fin. J'adore. Non, merci beaucoup pour cette discussion. C'était cool de pouvoir exprimer tout ça. Un peu peur de savoir que ça va se retrouver sur les réseaux. Je comprends. A priori, les personnes concernées vont pas trop écouter ça. Bon, en tout cas, merci à toi d'avoir partagé ce moment avec moi et avec nous. Nous, on se retrouve plus tard pour un prochain épisode. Et je te remercie beaucoup, Mélibé. Merci. Bisous. Bisous. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le liker et à t'abonner au podcast pour être informé de ceux à venir. N'hésite pas à m'envoyer tes retours, tes avis, le sujet sur lequel tu aimerais intervenir ou encore pourquoi pas un projet que tu aimerais que l'on mène ensemble. Tu peux le faire sur Instagram @JohnDerfluid. Je te mets toutes mes informations et celles de Mélibé dans la note du podcast. N'hésite pas non plus à envoyer cet épisode à cette personne de ton entourage dont tu sais qu'elle pourrait y tomber la tête la première. Je remercie à nouveau Mélibé de se prêter au jeu pour ce 2e épisode du Transistor. Un grand merci aussi à Savon pour son aide précieuse pour la création de cette émission et à Adam pour son design.
Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, et en attendant, je t'adresse toute ma douceur.